Merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. Réunion en visioconférence pour le 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international. Le président de la Côte d'Ivoire a participé hier aux travaux. Alassane Ouattara plaide pour un appui financier plus conséquent du FMI au continent africain. La Côte d'Ivoire qui se prépare activement pour faire face aux éventuels effets néfastes de la saison des pluies 2021. Le comité interministériel de gestion des crises s'est réuni hier dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. Enfin, faut-il sanctionner ou pas le Tchad pour la prise de pouvoir par ses militaires? Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine se réunit aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Un appui financier plus conséquent du Fonds monétaire international au continent africain, c'est ce que plaide le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a participé hier par visioconférence aux festivités marquant le 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international, le FMI. Les précisions de Viviane Haïma. À l'occasion de la conférence marquant le 60e anniversaire du département Afrique du FMI, organisée ce lundi 10 mai au siège de l'institution financière internationale à Washington, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI, qui a eu en charge de 1984 à 1988 la direction du département Afrique de l'institution, a été invité à intervenir par visioconférence. Le chef de l'État a parlé des relations du FMI avec l'Afrique, saluant la fin du mur de méfiance vis-à-vis du FMI, observé désormais chez les dirigeants des pays africains. Il a émis néanmoins le vœu que le FMI fasse un plus grand effort pour soutenir les économies africaines confrontées aujourd'hui à une grave crise du fait de l'épidémie de la COVID-19. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, ce 60e anniversaire se déroule juste après la clôture des assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Nous avons connu en 2020, avec un taux de croissance mondial de moins 3,3%, la pire récession en temps de paix depuis la Grande Dépression. En Afrique subsaharienne, ce fut la contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec une contraction de 1,9% et un revenu par habitant retombé à son niveau de 2013, voyez-vous. Le montant des besoins de financement en Afrique subsaharienne pour accroître les dépenses de lutte contre la pandémie et le terrorisme, maintenir des réserves suffisantes et accélérer la reprise économique est estimé sur les 5 prochaines années par le FMI à environ 425 milliards de dollars américains. Malgré les efforts de mobilisation de ressources intérieures et la contribution du secteur privé, les pays africains ne pourront malheureusement pas couvrir la totalité de ces besoins. Le FMI est devenu aujourd'hui un filet de sécurité pour l'Afrique avec ses 28 milliards de dollars US déjà décaissés et les 620 millions de dollars US d'allègement de la dette. Je salue les travaux en cours par le FMI en vue de la mise à disposition, comme lors de la crise financière de 2009, aux différents pays membres de 650 milliards de dollars d'allocations de tirages spéciaux, les DTS, dont 23 milliards de dollars US aux pays d'Afrique subsaharienne. Cela permettra à nos pays d'avoir de l'espace fiscal pour faire face aux besoins urgents pour le bien-être
de nos populations. Toutefois, cela ne sera pas suffisant. Et il faudrait que dès à présent, car c'est le meilleur moment de le faire, les partenaires au développement, notamment le FMI et la Banque mondiale, augmentent de manière significative le volume des financements aux pays africains. L'actuel directeur Afrique du FMI, l'Éthiopien Abebe Aemro Selassie, et la directrice générale du Fonds monétaire international, la Bulgare Kristalina Ivanova Georgieva, sont également intervenus au cours de cette conférence anniversaire. Autre activité du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec deux ministres ouest-africains des Affaires étrangères, notamment Maxwell Saa Kenaya du Libéria et Shirley Botchwe du Ghana. Leurs entretiens ont porté sur la coopération sous-régionale. Retrouvons Viviane Haïma. Le Libéria, solidaire de la Côte d'Ivoire face à l'attaque du camp militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo, dans la nuit du mardi 20 avril au mercredi 21 avril. Attaque qui a été perpétrée par des assaillants, au nombre desquels plusieurs Libériens. Une délégation ministérielle libérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères du Libéria a rendu visite ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour témoigner solidarité et soutien du gouvernement libérien. La délégation était porteuse d'un message du président George Weah à son homologue ivoirien. So we've come with a special message and a letter which we have delivered. Donc nous sommes venus transmettre un message de son Excellence Monsieur le Président de la République du Libéria, disant à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire que le territoire du Libéria ne saurait servir de base arrière à aucune attaque visant la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus exprimer notre solidarité et notre soutien au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. La délégation de la CEDEAO, qui a été reçue ce lundi 10 mai par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, était conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwe. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, participait également à cette audience dont l'objet était relatif au fonctionnement de l'organisation régionale africaine. We came to confer with His Excellency President Ouattara. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aborder des questions relatives donc, aux réformes institutionnelles de la CEDEAO. Et également, nous avons abordé des préoccupations relatives à la réduction du fossé entre les populations des pays membres et l'institution de la CEDEAO. La présidence tournante de la CEDEAO est assurée pour l'exercice actuel par le président Nana Akufo-Addo du Ghana. Un tout autre sujet à présent, comment faire face aux difficultés liées à la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire? Un programme de rationnement a été dévoilé hier par la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Ce plan concerne les ménages et les entreprises industrielles. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. 6h à 12h, 12h à 18h. Telles sont les deux plages horaires choisies pour appliquer le programme de rationnement d'électricité annoncé par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Si un quartier, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur, est rationné de 6h à 12h, eh bien, à partir de 12h, ce quartier va avoir l'électricité. Et c'est dans un autre quartier que le rationnement va se faire. N'est pas concerné par ce rationnement la plage horaire entre 18h et 6h du matin. Tout est mis en œuvre pour éviter une interruption d'électricité la nuit. L'autre principe du rationnement, c'est le principe de plage alternée pour éviter qu'une zone ne soit touchée dans la même plage horaire jusqu'à la fin du programme. Si dans une zone donnée, votre plage de rationnement est de 6h à 12h, la première semaine, eh bien, la semaine qui va suivre, votre plage de rationnement passe de 12h à 18h. Tout ceci pour permettre aux PME et aux professionnels qui sont dans les quartiers de mieux se préparer, puisque pendant la semaine, ils savent exactement quelle est la plage dans laquelle ils seront rationnés.
Il faut également noter que les dimanches sont exclus de ce plan de rationnement. Le niveau de consommation globale étant généralement faible le dimanche, le déficit, selon le directeur général adjoint, est amoindri et ne nécessite donc pas que les abonnés soient privés d'électricité. Un site web et un numéro vert seront communiqués ce mardi 11 mai afin de permettre à la population d'avoir des informations spécifiques à leur quartier en temps réel. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs pour faire face aux éventuels effets néfastes de la saison des pluies 2021. Le comité interministériel de gestion des crises s'est réuni hier dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. Le point, Jean Djadji. Prévenir les risques d'inondation et de catastrophes à l'approche de la saison des pluies dans le pays. C'est la mission à laquelle s'attelle le gouvernement à travers cette réunion du comité interministériel de gestion des crises, présidé par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre, représentant des forces de défense et de sécurité, acteurs de l'environnement. Tous ont fait le point des crises précédentes et réfléchi sur des solutions à envisager. À l'issue de cette rencontre, le comité mise d'abord sur la sensibilisation des populations vivant encore dans les zones à risque. Les années précédentes, nous avons été confrontés à des situations que nous ne voulons plus revivre. Vous vous souvenez certainement de toutes les inondations que nous avons connues par le passé. Et je voudrais qu'on ait ensemble une pensée pour toutes les victimes enregistrées. Il a été retenu un certain nombre de mesures, notamment la communication, une communication ciblée. Parce que nombre de nos concitoyens habitent dans des zones à risque. Et malgré toutes les précautions que l'État a prises par le passé, certains continuent d'habiter dans les zones à risque. Ceux-là, il faut qu'on les sensibilise. L'assistance aux populations en cas de sinistre n'a pas été occultée par les acteurs. Il a été question aussi pour nous de répertorier les zones de recasement potentielles et les mettre dans des conditions qui vont permettre l'accueil d'éventuels sinistrés. Évidemment, il faut le faire pendant que le sinistre ne s'est pas encore déclaré. Le gouvernement appelle à la responsabilité des citoyens quant à l'entretien des infrastructures d'assainissement. Malgré toutes les injonctions, c'est un chantier qui devait être arrêté. On a vu qu'il continuait. Ceux-là doivent être interpellés parce que certains ouvrages sont construits sur les passages d'eau et le gouvernement, à travers l'ONAD, a fait de grands travaux, des travaux importants qui doivent permettre de juguler tout le flux d'eau qui va certainement arriver en cas de grande pluie. Les pluies diluviennes ont coûté la vie l'année dernière à plus d'une dizaine de personnes dans le district d'Abidjan. Le comité interministériel de gestion des crises invite les populations à la vigilance dans les jours et mois à venir. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le travail des enfants dans la cacao-culture. 68 enfants ont été sauvés il y a quelques jours dans la région sud-ouest du pays. 24 personnes interpellées. Opération menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants, structure soutenue par la police nationale. Les explications de Mahama Traoré. Commissariat de police de Soubré, une centaine d'hommes rassemblés sous le drapeau. Ces éléments, issus de la police nationale, d'Interpol, des eaux et forêts et de la gendarmerie nationale, attendent les consignes pour une mission spéciale. Travailler avec professionnalisme. C'est-à-dire, nous aurons en face de nous des enfants que nous allons retirer des différentes plantations, des différentes activités. Que cela se fasse avec le plus grand respect. Cette opération s'inscrit dans cette volonté de réduire la lutte contre le travail des enfants, surtout en zone cacaoyère. Top départ de l'opération Nawa 2 menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants et la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile. Objectif,
retirer les enfants victimes de travail dans la cacaoculture et d'autres types de travaux dangereux. Répartis en 3 groupes, les équipages vont investir les contrées des localités de Yabayo, Upoyo et Meagui. Nous sommes jeudi, c'est jour de classe, mais la patrouille s'aperçoit que certains enfants reviennent plutôt des champs, suffisant comme motif pour les intercepter, malgré les explications fournies par leurs parents. La traque se poursuit, les forces de sécurité parcourent, bas-fonds risicoles et champs de cacao. À chaque prise effectuée, un message de sensibilisation est lancé à l'endroit des parents. Vous savez qu'un enfant doit aller à l'école forcément. L'école, c'est obligatoire pour les enfants. De 0 à 16 ans, en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'école gratuite. Surtout dans les zones rurales ici, l'école est plus que gratuite. Encourager les enfants à aller à l'école. Le cacao, ça nous fait vivre nous tous, mais les enfants ne doivent pas travailler là-dedans. Vendredi, 2e jour de l'opération Nawa 2. En plus de la cacaoculture, d'autres types de travaux dangereux pour enfants sont dans le viseur. Des enfants sont aperçus dans des rizières, derrière des troupeaux de bœufs et dans des ateliers de mécanique. Au terme de cette randonnée, le bilan de l'opération fait état de 108 enfants victimes sauvés et 24 personnes interpellées. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. Donc, je voudrais aussi préciser que la chancellerie estime que c'est la tolérance zéro. Le temps des enquêtes, les victimes recueillies sont prises en charge ici, au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, une réalisation de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, dont la vocation est d'assurer une réinsertion sociale aux enfants victimes d'exploitation et de trafic. Le parent qui peut prouver que c'est son enfant biologique, cet enfant-là, ce parent lui remet son enfant. L'enfant dont la vulnérabilité est avérée reste au centre pour une prise en charge durable. La présence d'un enfant peut aller jusqu'à 9 mois, le temps de cerner tous les contours de la chose, le temps que l'enfant commence un bon apprentissage des métiers et en le réinsérant, nous le suivons sur 3 ans. Vous voyez. Donc s'il passe 9 mois au centre, il passe pendant 3 ans, on le suit, ça fait presque 4 ans, on suit l'enfant forcément, on peut lui offrir des alternatives. Depuis le début de l'année, la section de tribunal de Soubré a connu un seul procès lié au travail des enfants. La procédure s'est soldée par une condamnation à 20 années de prison ferme pour la personne inculpée. À présent, la lutte contre l'insécurité et l'incivisme sur les routes en Côte d'Ivoire. Une phase de test de notification des infractions d'excès de vitesse et de non-respect des feux tricolores a débuté le 6 mai dernier. Opération menée par le ministère des Transports. Les détails, Didier Nguessan. Un SMS ou un courrier électronique, désormais les automobilistes recevront par ces canaux la notification des infractions au code de la route. Il s'agit de la vidéo-verbalisation dont la phase test est entrée en vigueur depuis le 6 mai à Abidjan. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route avec en prime la réduction du nombre d'accidents. À l'entrée en vigueur du projet, 74 sites accidentogènes qui seront couverts sur l'ensemble du Grand Abidjan. Nous aurons à déployer sur le Grand Abidjan exactement 173 radars et une quarantaine de radars pédagogiques. L'administration est capable aujourd'hui de savoir quel comportement ils ont sur la voie publique et de leur adresser les mises en garde respectives. Dans ce centre de gestion intégré de la mobilité, les opérateurs font le monitoring des infractions, identifient les automobilistes chauffards. Ensuite, la police spéciale de la sécurité routière qualifie et approuve l'infraction. Un procès-verbal est enfin notifié aux contrevenants. Il y a tellement d'accidents ces temps-ci que le ministre demande le civisme, beaucoup de civisme aux automobilistes. Dans sa politique globale de dématérialisation,
de tout le système de transport. On ne peut pas complètement arrêter les accidents, mais on peut diminuer au maximum les accidents. Tout un dispositif d'investigation pour dissuader, entre autres, du non-respect des feux tricolores, des excès de vitesse ou de visites techniques non effectuées. Rappelons que même vaccinés, respectons tous les gestes barrières contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, un nouveau cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 46 443 cas confirmés de coronavirus, 45 874 personnes guéries, 291 décès et 278 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est gratuite. Les sages-femmes de Côte d'Ivoire encouragées à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes en milieu hospitalier. Appel lancé récemment par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'était à Boisseau, dans le sud-est du pays, lors de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme 2021. Le point, Astou Touré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Bien plus que des mots, ce thème est une exhortation à ouvrir une lucarne sur les enjeux de la profession de sage-femme et la qualité dans la pratique des soins. Les sages-femmes se sont engagées à améliorer les relations entre elles et les populations. Cette journée est une invitation à une prise de conscience plus élevée dans l'exercice de notre profession. C'est aussi une occasion pour nous de faire connaître notre profession de la sage-femme. Des engagements fort appréciés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous avez démontré à la face du monde que nous pouvons compter sur notre système sanitaire par la qualité de la riposte que vous avez apportée lors de la pandémie Covid, que dans les prochaines années, on cite nos pays comme des pays de référence. Quand on est une femme de qualité, on fait ce qu'on dit. Pierre Dimba Ngou annonce également le démarrage d'un vaste programme basé sur le renforcement des ressources humaines et un profil de carrière. Le renforcement régulier des compétences en instaurant un stage de 6 mois, l'institution d'un système de mentorat autour de l'enfant et de la mère. C'est dire que le gouvernement s'engage à vos côtés. Représenté à cette célébration, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, au patron de cette rencontre, a salué le dynamisme et la noblesse de cette profession. Être sage-femme, c'est être en mesure de permettre le passage à la vie chaque jour par chaque acte posé à travers les soins administrés à l'assistance et l'assistance offerte. En s'appuyant sur vous, le CESEC mènera ses réflexions en vue de proposer au président de la République des contributions pour une meilleure orientation dans la promotion de la santé maternelle et infantile et ainsi participer à la garantie de meilleurs résultats. Plus de 800 sages-femmes ont pris part à cette 15e édition de la Journée internationale des sages-femmes. Une visite de stand a mis fin à cette rencontre. Dans l'actualité également, la 29e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les 8 pays membres de l'UEMOA ont fait des recommandations pour faciliter la circulation des personnes et des biens dans cette zone économique. Pour en parler, Dangui. La mise en œuvre des directives communautaires en matière de libre circulation des biens et des personnes est encore timide dans les pays membres de l'UEMOA, révèlent les conclusions de la 29e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a eu lieu à Abidjan. Nous aurions voulu que chaque député dans son pays puisse vraiment faire des interpellations au niveau des parlements nationaux pour que les ministres sectoriels prennent des décisions pour que les transpositions dont nous avons parlé tantôt plus haut
soit une réalité. Nous avons fait une recommandation à l'endroit des États où il y a encore des tracasseries pour faire circuler librement les marchandises. Il y a eu également des recommandations à l'endroit des États qui n'ont pas encore appliqué des dispositions, des directives, à transposer déjà d'abord ces directives et à les appliquer. Le taux de transposition des directives de l'Union dépasse 50% dans tous les 8 pays membres, selon le rapport du comité interparlementaire qui recommande aux États membres d'accélérer la transposition des dites directives. Pour les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, la transformation de ce comité en une institution parlementaire de l'UEMOA leur permettra d'accélérer la mise en œuvre des réformes et directives de l'Union pour le bien-être des peuples de cette zone économique. Religion, une rupture collective du jeune musulman a été organisée récemment à Bouaké, dans le centre du pays, par le président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, Louis Abonois. Les communautés autochtones et halogènes ont participé à ce repas. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Le jeûne du Ramadan, moment de partage. La rupture collective est une occasion pour les musulmans et non-musulmans de renforcer les liens de fraternité et de solidarité. À Bouaké, le président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, ONEP, Louis Abonois, a réuni les communautés halogènes et autochtones du département autour d'un repas. Une rupture collective pour sceller davantage la paix et la cohésion sociale. Les différentes porte-paroles des communautés ont traduit leur gratitude à l'initiateur. Nous est conviés à cette rupture collective du jeûne ne nous surprend pas. C'est quelqu'un qui a été toujours attentionné à l'égard de la communauté musulmane. Depuis le début du mois de Carême, il a fait beaucoup de dons et vraiment nous ne sommes pas du tout surpris. Nous sommes ravis, nous le remercions, nous sommes vraiment contents. Bouaké, ville de brassage ethnique, doit toujours donner l'exemple du vivre ensemble et de la paix en Côte d'Ivoire. Pour lui, Abonois, chaque communauté doit travailler au maintien d'un climat de paix. Il a été demandé aux guides religieux de prier pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous, on a deux prières, une prière externe et une prière interne. On a fait la prière externe. La prière interne appartient au grand imam de Bouaké qui la fera avec sincérité, avec un engagement. Pour un lendemain meilleur, non seulement pour notre frère Abonois, aussi pour la région de Bouaké et à travers la région de Bouaké, toute la Côte d'Ivoire, pour une harmonie, aussi une entente, aussi pour un développement. La rupture collective réunissant les différentes communautés vivant à Bouaké, initiée par Louis Abonois, est à sa 2e édition. Direction Séguéla, dans la région nord-ouest du pays, où une rupture collective du jeune musulman a aussi été organisée. Objectif, raffermir les solidarités entre les différentes communautés. Franck Quadio. L'une des vertus de la période des jeûnes dans le mois du Ramadan est la notion de partage. À Séguéla, nord du pays, l'association Les Actions du Général Fall pour la paix sillonne la localité pour mettre en pratique cette recommandation. Un don de vivre alors aux gendarmes pratiquants musulmans pour commencer la journée. Les donateurs, avec à leur tête Moustapha Fall, ont aussi fait escale au commissariat, au camp militaire et village de Fouzaniko. La visite à la préfecture où les donateurs ont reçu les encouragements du représentant de l'État. Le point d'orgue dans la soirée, prière et lecture coranique pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de la région, sans oublier la rupture collective entre frères et invités. En image, l'actualité hors de chez nous avec la réunion aujourd'hui du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Les travaux se déroulent à Addis Abeba en Éthiopie. Réunion cruciale pour le Tchad car il sera présenté le rapport de la délégation ayant enquêté sur le processus de transition ouvert après la mort du président Idriss Déby Itno et la prise du pouvoir par un conseil militaire de transition. Retour en Côte d'Ivoire, fin d'une semaine de festivités pour célébrer la danse. Réjouissance organisée récemment dans la commune de Yopougon lors de la Journée internationale de la danse, une initiative de l'UNESCO et du Comité de danse internationale. Les temps forts de cet événement avec Franck Quadio. La danse sous toutes ses formes et rythmiques, des percussions qui déchaînent les mouvements.
Les acteurs culturels ont célébré pendant une semaine la danse sur plusieurs sites à Abidjan. À Yopougon, les troupes de danse venues des différents quartiers ont convaincu le public sur leur maîtrise chorégraphique. Pour moi, la danse doit être vraiment un métier respectable, comme quelqu'un qui va au bureau, comme quelqu'un, un fonctionnaire. C'est ça le combat et c'est ça notre souhait. Aujourd'hui, avec cette initiative, on croit que nous, les danseurs, nous pouvons être exportés aussi hors de la Côte d'Ivoire, comme les autres continents. L'art et la culture sont inscrits au cœur des priorités du conseil municipal de Yopougon. C'est une manifestation culturelle, c'est un facteur de cohésion, c'est également aussi un facteur de santé. Parce que quand on danse, mais quand on écoute la musique, ça permet de se relaxer, etc. Donc fort de l'impact que la danse peut avoir au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la santé des personnes, des individus de la population, le ministre d'État Kafana a depuis 2013 souhaité qu'on célèbre cette journée ici à Yopougon. La journée internationale de la danse est une manifestation culturelle de l'UNESCO et du comité de danse international. Ces festivités commémorent l'anniversaire de naissance de Jean-Georges Hanover, créateur du ballet moderne. Enfin, 11 mai 2021, le monde entier célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Bob Marley. 40 ans après le décès de Robert Nesta Marley, à 36 ans seulement, l'héritage de la légende de la musique reggae reste vivace. Voilà, merci de votre attention, merci de nous avoir suivis.